Nous le saurons tout à l'heure. À côté du respect des mesures barrières, la nécessité de renforcer notre système immunitaire est aussi indispensable pour barrer la route à ce virus. C'est pour cela que nous allons ce soir parcourir ou revisiter le registre des aliments et plantes immunostimulantes qui permettent de booster l'immunité. Mais qu'en est-il de l'immunité des personnes testées positives au Covid-19 et qui sont déjà guéries? Sont-elles protégées par leur immunité? Tout à l'heure, des explications avec Dr Ganiou Tchanile. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Nous osons croire que vous vous portez bien et bien installés dans vos fauteuils pour nous suivre. Nous sommes dans l'émission spéciale Covid-19. Le Covid-19, quelle alimentation pour le renforcement du système immunitaire? C'est le thème qui nous réunit ce soir sur ce plateau et je suis avec le professeur titulaire Amivi Gassou Tété Bénissan. Elle est assise à ma gauche, elle est nutritionniste et enseignant-chercheur de biochimie au département de la biologie cellulaire à la faculté des sciences du côté de l'université de Lomé. Professeur Amivi Gassou Tété Bénissan, bonsoir. Bonsoir Madame Peto. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, je rectifie un tout petit peu parce que je suis biochimiste de formation, mais j'enseigne à la faculté des sciences à l'université de Lomé. Donc c'est un peu différent, c'est différent de ce que j'ai dit. Vous êtes biochimiste. Hein? Oui, j'enseigne la biochimie et la biologie cellulaire, mais à la faculté des sciences de l'université de Lomé. Voilà, merci pour la précision. Je me tourne vers Dr Ganiou Tchanile. Vous devez certainement le reconnaître parce qu'il vient souvent dans cette émission. Dr Tchanile Ganiou, lui, il est épidémiologiste, il est le directeur de l'information sanitaire. Dr Tchanile, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Caro, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Notre troisième invité, c'est M. Essossiminam Lakassa. M. Essossiminam Lakassa, il est thérapeute, coordinateur des fédérations de médecine traditionnelle de la CEDEAO. Il est membre de Comul 19 de l'université de Lomé. M. Lakassa, Comul 19, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la commission de haut niveau que l'université de Lomé a mis en place pour contribuer à la riposte contre le coronavirus, le Covid-19. Très bien. Merci. Donc, c'est un plaisir de vous avoir également dans cette émission. Nous allons y aller tout de suite avec la première question. Et vous savez, on commence toujours par la situation épidémiologique de notre pays. Et nous nous tournons vers Dr Tchanile. Dr Tchanile, chaque jour avec ces chiffres, lentement, je l'ai dit tout à l'heure, le Covid-19 progresse chez nous aussi avec de nouvelles contaminations. Dites-nous quelle est la situation aujourd'hui, mardi 8 avril 2020. Merci Madame pour la question. Comme vous l'avez dit, le Covid-19 évolue lentement mais sûrement dans notre pays. On rappelle, depuis le 5 mars, on a eu le premier cas au Togo et les chiffres n'ont fait que s'augmenter jusqu'à... C'était le 6 mars? Bon. Entre 5 et 6, bon, les cas n'est pas trop grave. D'accord. Donc les chiffres n'ont fait que s'augmenter de jour en jour. Et aujourd'hui, nous sommes à 99 cas. 100 moins 1. 100 moins 1. 99 cas confirmés dans notre pays. Et parmi les 99 cas, nous avons 30 cas qui sont actifs, c'est-à-dire qui présentent des signes, encore des signes, ou ne présentent pas, chez qui on retrouve le Covid et qui sont hospitalisés. En dehors de cela, il y a 63 qui sont à l'heure actuelle guéris. Et donc ils sont libérés, ils sont rentrés chez eux. Malheureusement, nous avons eu 6 décès. 6 décès.
6 décès. Malheureusement, nous avons eu 6 décès. Heureusement que pour ce qui concerne les décès, on n'a pas encore enregistré un nouveau décès, Dieu merci. Monsieur Lakassa, vous faites partie, comme vous venez de le dire, à la commission de haut niveau, au niveau de l'université. Alors, depuis que le monde scientifique de l'université vous a fait appel, quand je dis vous, je voudrais parler de vous, les praticiens de la médecine traditionnelle. Alors, comment avancent les travaux de votre côté, les travaux de recherche, bien évidemment, de votre côté? Merci beaucoup. Bon, c'est l'occasion pour moi de remercier l'Université de Lomé pour nous avoir associés à cette commission ce comité de haut niveau. En fait, cela se fait de par les pays. Et le Togo aussi a fait une particularité parce que au-delà de la commission, du comité commun, on a créé carrément une sous-commission chargée des plantes et médicaments. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est un grand sérieux qui a été mis autour de tout ce qui concerne plantes médicinales et riposte contre Covid-19. Les choses évoluent. Toutes les commissions travaillent. Les commissions économiques, anthropologiques, y compris notre commission. Nous avons fait appel aux praticiens de la médecine traditionnelle de faire leur contribution volontaire, de façon très volontaire, sans rien attendre forcément, pour que nous voyons si nous n'avons pas une solution locale. Et effectivement, les praticiens de la médecine traditionnelle, de par le pays, ont eu la bonne volonté. Et beaucoup ont amené leur contribution. Nous avons actuellement déjà recueilli 99 recettes qui sont enregistrées par la faculté des sciences. Donc, il y a une étude qui a été déjà faite sur 9, donc, dont le résultat a été présenté pour nous montrer à peu près quelle est l'approche de la solution en envergure. Et ça, c'est promettant, parce que les premiers essais montrent qu'il y a des plantes qui peuvent susciter dans le corps l'immunité. Donc, qui font de sorte que les cellules augmentent en force. Donc, les CD4 pour des malades augmentent, et les CD8 réduit. Donc, ce qui montre que c'est promoteur. Parce que quand on parle de virus, on n'est pas sans savoir que ça affecte plus ceux qui ont une faible immunité. Et donc, quand on parle de médicaments, le plus grand médicament à chercher dans le domaine des virus, c'est le médicament qui peut susciter l'immunité, qui peut augmenter l'immunité chez la personne. Très bien. C'est vrai, vous l'avez dit. Hein, aujourd'hui, ce qu'on peut noter dans ce que vous venez de dire, c'est que les travaux de recherche évoluent normalement, mais jusque-là, vous n'avez pas encore arrivé, vous n'êtes pas encore arrivé à mettre au point un médicament. Justement, c'est ce que je voulais en venir. Très bien. Oui. Mais en attendant, on va évoluer. Vous avez parlé de l'immunité. L'immunité, justement, l'émission de ce soir tourne autour de l'immunité du système immunitaire. La preuve, je l'ai déjà dit, le thème de ce soir, c'est quelle alimentation pour le renforcement de notre système immunitaire. Parce que, d'après ce que les médecins disent, dans cette situation, dans ce contexte bien précis du Covid-19, il faut renforcer notre système immunitaire. Nous allons planter le décor avec cette interview que nous a accordé Dr Koumbia. Vous savez, notre corps humain, le corps humain, Dieu l'a fabriqué comme une machine avec tout un assemblage de pièces que sont nos organes. Alors, et Dieu a doté l'organisme humain d'une autodéfense. Comment fonctionne le corps humain et son système de défense? Cette question, nous l'avions posée au docteur Koumbia. Il répond tout de suite dans ce premier sujet, j'allais dire, de l'émission. Regarde. Pour comprendre le fonctionnement de l'organisme humain, nous allons prendre un schéma très simple. Ce serait comme le schéma d'un pays avec son armée. Et l'organisme étant donc le pays,
nous avons des structures qui sont destinées à défendre l'organisme contre l'invasion des corps étrangers, donc comme contre des provocations et des agressions venant donc de l'extérieur. Et ces défenseurs sont appelés les globules blancs. Et ces globules blancs, on en a donc de plusieurs types. On va parler des lymphocytes, on va parler des macrophages, qui interviennent donc dans la défense de l'organisme. Lorsque l'agresseur, donc en fonction du type d'agresseur, il y a des types de cellules qui vont se développer et qui vont attaquer donc l'agresseur et le neutraliser. Lorsque l'agresseur est une bactérie, il y a des macrophages qui vont se développer, des granulocytes qui sont, qu'on va appeler, on va les scinder, on va les appeler les neutrophiles. Et ce sont les polynucléaires neutrophiles qui sont souvent les plus incriminés, ou bien ce sont eux qui sont en première ligne de défense pour aller donc combattre ce microbe. Mais généralement, lorsque l'agresseur est un virus, la défense devient un peu plus spécifique et un peu plus complexe. Là, il va s'agir des lymphocytes qui vont aller à la bataille. Et dans ces lymphocytes, on aura deux grandes familles aussi de lymphocytes. Il y a ce qu'on va appeler les lymphocytes B, qui vont sécréter des anticorps vis-à-vis aux antigènes qui sont sur le virus qui est venu, et pour donc tuer ces antigènes, tuer ce virus-là. Et nous avons aussi une autre famille de cellules qu'on va appeler les lymphocytes T. Et eux, ils vont entraîner la destruction de la cellule contenant le microbe, c'est-à-dire le virus. Donc voilà un tout petit peu comment ça marche de manière ramassée, de manière résumée. Voilà, nous remercions Dr Edgar Koubia. Dr Tchanilé, c'est vrai que renforcer le système immunitaire pour permettre à l'organisme de jouer son rôle d'autodéfense contre toute agression extérieure, comme l'a dit tout à l'heure Dr Koubia, c'est une réalité. Mais dites-nous, pour le Covid-19, s'agit-il réellement d'un problème d'immunité? Merci pour la question. Vous savez que le Covid-19, c'est une maladie émergente. Donc on n'a pas assez de recul par rapport à cette maladie. Un parfait inconnu. C'est ça. Donc en l'état actuel des connaissances, comme Dr Koubia l'a dit, lorsque l'organisme est attaqué, agressé, l'organisme réagit en produisant des anticorps. Et il a été décelé dans l'organisme des patients atteints de Covid-19 des anticorps spécifiques au Covid. Mais là, dire qu'il y a une immunité qui est créée, on est encore très loin. Parce que les recherches ont montré qu'il y a effectivement une immunité, mais l'efficacité de cette immunité et puis la durée de cette immunité est limitée. Donc on parle de 2 mois, d'autres parlent de 2 semaines. Voilà, ce qui fait que peut-être on va en arriver. On va en arriver, justement. Ceux qui sont guéris, il y a certains, après quelques jours, ils refont la maladie. Voilà, on va arriver, on expliquera comment, pourquoi. Ceci, il y a eu cette, il y a cette résurgence du Covid. Alors, je me tourne maintenant vers professeur Abibi Gassou Tété Bénisson. Vous savez, lorsqu'on parle de renforcement du système immunitaire, c'est vrai qu'en dehors des exercices physiques et tout le reste, il y a l'alimentation. Il faut manger. Alors, manger pour bien vivre, manger pour avoir la bonne santé. Et ce soir, vous allez nous expliquer un peu les différents aspects qui entourent l'alimentation. Alors, première question, nous, on a souvent l'habitude de dire que notre santé se trouve dans nos assiettes. Quel est l'effet de l'alimentation sur le fonctionnement de notre organisme? Merci, Madame Peto. Je vous remercie pour cette invitation et l'opportunité que vous me donnez d'expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe concernant l'alimentation et d'essayer de répondre à certaines des questions qu'ils se posent depuis un certain temps avec l'apparition de cette pandémie. Tout à fait. Qui est le Covid-19. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord essayer de définir 2 termes, l'alimentation et la nutrition. Parce que la plupart du temps, on fait une confusion. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation et qu'est-ce que c'est que la nutrition? L'alimentation, c'est l'action, le fait de se nourrir
pour avoir les nutriments essentiels, pour permettre à l'organisme d'avoir les éléments essentiels pour se porter comme il faut. Maintenant, la nutrition, c'est la science. La nutrition, c'est la science qui étudie le rôle de ce que nous avons mangé, de ce que nous avons ingéré dans l'organisme, les interactions de ces molécules-là dans notre organisme. Et on peut aussi dire que la nutrition est au carrefour de plusieurs disciplines, comme par exemple les sciences biologiques, comme par exemple les sciences de la terre. Et aussi, on étudie la nutrition des populations, etc. Donc vous voyez bien que l'action qui est l'alimentation et la nutrition qui va étudier maintenant les différentes interactions de ce que nous avons ingéré. Maintenant, vous avez posé une question concernant notre assiette. On dit souvent que le remède se trouve dans notre assiette. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tout ce que nous mangeons doit nous permettre de nous porter comme il faut. Ça doit être notre médicament. D'ailleurs, Hippocrate le conseillait à l'époque que votre assiette constitue votre médicament, votre remède. Et donc, aujourd'hui, nous devons faire plus attention à ce que nous avons dans notre assiette. Tout ce que nous mangeons a un rôle bien donné. Tous les aliments que nous consommons ont leur rôle bien donné. Que ce soit les glucides, que ce soit les lipides, que ce soit les protéines, etc. Donc, aujourd'hui, nous devons faire attention, ne pas manger n'importe comment et réfléchir à ce que nous consommons, choisir ça comme il faut et essayer de manger en qualité pour que l'organisme puisse trouver les éléments nécessaires. Parce que lorsque l'assiette n'est pas équilibrée, comme vous l'avez si bien souligné, mais on tombe dans soit une carence ou bien on tombe dans une suralimentation. Donc, l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une alimentation équilibrée dans laquelle on va trouver tous les éléments, tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour être en pleine forme et pouvoir faire face aux différentes agressions. Aux besoins de l'organisme. Alors, dites-nous, professeur, est-ce que vous voulez nous faire comprendre ce soir que dans cette situation du Covid-19 qui défraie la peur dans le monde, nous devons changer nos habitudes alimentaires? L'alimentation, c'est une culture. Ce qu'il y a, c'est que nous avons tout ce qu'il nous faut, mais c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas informés. On ne sommes pas éduqués quelquefois pour bien choisir ce que nous consommons. Dans la mesure où on a tout un éventail d'aliments sur le marché, mais maintenant savoir quoi choisir, savoir comment choisir ou bien savoir comment même cuisiner. Parce qu'on peut avoir les bons aliments, mais si on ne les cuisine pas bien, on ne trouvera pas les éléments qu'il faut, on ne trouvera pas les nutriments qu'il faut. Donc c'est une éducation nutritionnelle qu'il faut maintenant avoir pour bien comprendre ce que nous devons faire et faire le bon choix et avoir ce qu'il faut dans notre assiette. Et surtout se mettre à l'abri du Covid-19. Alors, dites-nous, vous avez tout à l'heure cité quelques catégories d'aliments, à savoir les protéines, les lipides et les glucides. Alors, est-ce que ça suffit pour les besoins de l'organisme? Normalement, l'organisme a besoin de plusieurs nutriments. Bon, on a les macronutriments, comme ce que je viens de citer tout à l'heure, les glucides, les lipides, les protéines. Mais on a aussi les micronutriments qui concernent les vitamines, les sels minéraux, et les oligo-éléments. Et il faut aussi peut-être ajouter les fibres, parce que les fibres, on en a besoin. Les fibres ne sont pas digérées par l'organisme humain, mais les fibres sont indispensables pour mieux drainer tout ce qui a été digéré dans notre tube digestif. Merci beaucoup. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Docteur Tchanilé, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Ce que le professeur a dit. Oui. Bon, sur les réseaux, vous allez voir qu'il faut manger ceci, qu'il faut éviter cela, avec des pH, je ne sais pas, qui dépassent jusqu'à 14, des pH qui dépassent 14. Donc, finalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut manger. C'est ça. Donc je pense, aujourd'hui, il y a tellement un afflux d'informations
Et ce sont de fausses informations. Les fake news. Des fake news qui font qu'on ne sait à quel sein se vouer. Finalement, on ne sait plus quoi retenir. Quoi retenir. Alors qu'en réalité, nous disposons de tout, comme on l'a dit. Ce n'est pas parce qu'il y a Covid qu'il faut changer son habitude alimentaire. C'est ça. Mangeons ce que nous mangions avant, en ajoutant les fruits qu'on nous dit d'éviter. C'est bien ça qu'il faut manger. Et ajouter les glucides, etc., et puis les fruits également. Et je pense qu'avec les activités sportives, comme vous l'avez dit, on peut... Les exercices physiques. Les exercices physiques. On peut booster notre immunité. Très bien. Alors, je reste avec vous, docteur Tchanilé. Lorsqu'une personne est infectée par un virus, notamment le Covid-19, après combien de temps le système immunitaire va le détecter pour pouvoir le combattre? Merci pour la question. Lorsque le virus rentre dans l'organisme, on a à peu près 5 à 6 jours au moins pour que l'organisme réagisse en fabriquant des anticorps pour pouvoir lutter contre cette agression. Lorsque vous parlez des anticorps, je voudrais qu'on schématise un peu les choses et rendre tout ce que nous disons ce soir accessible dans un français vraiment facile. Lorsque vous parlez des anticorps, vous voulez parler de ces petits soldats, puisqu'on parle souvent des petits soldats. Donc, je pense que... Est-ce que j'ai menti, professeur? C'est les petits soldats. C'est des soldats. Voilà. Nous avons pris notre organisme comme le Togo. C'est ça. Le Togo dispose d'une armée. Et en cas d'agression extérieure, l'armée réagit. C'est exactement comme ça se passe dans l'organisme. C'est ça. Lorsque vous recevez un corps étranger, ici, le virus Covid-19, l'organisme réagit en envoyant son armée d'élite que nous appelons anticorps. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, c'est clair. Merci beaucoup. Monsieur Lakassa, c'est vrai que vous connaissez les arcanes de la forêt, notamment les essences médicinales qui s'y trouvent. Alors, dites-nous, avez-vous toujours soigné des maladies dont les symptômes s'apparentent à ceux du Covid-19? Oui. Parce qu'avant qu'on ne vous associe en tant que praticien de la médecine traditionnelle, même si nous savons que 80% de la population s'adonne à cette médecine selon l'OMS, alors c'est parce que vous avez fait vos preuves. Alors, est-ce que vous soignez réellement des maladies dont les symptômes ne sont pas loin de ceux du Covid-19? Au fait, le Covid-19 est une nouvelle maladie. C'est un nouveau virus, nous sommes d'accord. Mais ce type de virus n'est pas tout à fait nouveau parmi tant d'autres. Ces pareils ont existé. Notamment les grippes, les différents types de grippes ont existé. C'est vrai que dans notre société, il n'y a pas un médicament très spécifique pour soigner les grippes. Il y a même, souvent, c'est une maladie saisonnière. Et quand ça passe, chacun fait de sa manière et ça passe, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a utilisé. Mais dans la société médicinale traditionnelle, quand quelqu'un souffre d'une maladie grippale, on lui a toujours conseillé quelque chose. Et généralement, ce qu'on lui conseille n'est pas typiquement médicament. C'est presque typiquement quelque chose qui a un aspect nutritionnel, ou l'usage de chaque jour, qui est une chose connue dans la communauté. Donc, personne ne détient ça comme spécialité. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur, oui. Nos aliments doivent constituer nos médicaments. C'est ça. Donc, généralement, tout ce qui est grippal n'a pas un médicament spécifique connu, ou quelqu'un a tout à l'heure un médicament pour dire ce médicament type est un médicament antiviral ou antigrippal que j'ai conçu. Mais généralement, c'est saisonnier. Et quand ça arrive, il y a toutes les manières de pallier à ce mal par des choses purement naturelles. Donc, nous, praticiens de la médecine traditionnelle, y compris vous-même, bien que vous ne soyez pas praticien de la médecine traditionnelle, que vous utilisez chaque jour, dans vos mets, dans vos nourritures, bien dans vos consommations, que ce soit boisson, ou bien des croquets, quelque chose comme ça, vous utilisez toujours, il y en a dans la société de la médecine traditionnelle. Très bien. C'est vrai que de nombreuses plantes ont prouvé leur vertu préventive ou curative contre plusieurs maladies. Je reste toujours avec vous, monsieur Lakassa. Alors, mais aucune thérapie naturelle n'a encore jusque-là montré scientifiquement son efficacité contre le Covid-19. Est-ce que vous confirmez cela?
Oui, je confirme, je reste ferme. Et je vous tiens à informer la population togolaise et le monde qui nous écoute qu'à l'heure actuelle, bien que je viens de dire que les praticiens de la médecine traditionnelle ont envoyé des recettes qui sont en étude, aucune recette n'est déclarée capable de guérir Covid-19. Aucun des symptômes n'est encore évalué par aucune des recettes amenées pour dire que pour tel symptôme donné, telle recette combat pour le moment. C'est pourquoi, dans cette émission, vous nous avez invités aujourd'hui. Je tiens bien à informer, et bien les praticiens de la médecine traditionnelle, et les spectateurs, les téléspectateurs, que nous ne sommes pas ici pour faire des formules médicamenteuses pour eux. Nous sommes là pour parler des alicaments aujourd'hui, pas de médicaments. Parce que quand on parle dans la médecine naturelle, il y a ce qu'on appelle le diététisme. Donc nous, dans le diététisme, il y a l'alimentation, comme madame venait de le dire. Et dans nos sociétés ici, il y a des plantes alimentaires qui ne sont pas forcément des médicaments. C'est de ça que je voudrais qu'on en parle spécifiquement, pour que quelqu'un en fasse une formule médicamenteuse pour dire que ce que la Cassa ou bien Dr Tchanilé ou bien la professeure est venue dire est une formule médicamenteuse qui constitue un aliment qui guérit Covid-19. Ce n'est pas l'objectif pour lequel nous sommes ici. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Dr Tchanilé, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez effleuré un tout petit peu. Nous revenons maintenant là-dessus. L'immunité des personnes déjà testées positives au Covid-19. Alors, on observe chez certains patients guéris, justement, cette réinfection, bien une résurgence du Covid-19, de ce virus-là. Comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquez-vous quand on sait que ces personnes, une fois infectées, doivent normalement développer une immunité pour combattre le virus d'un risque éventuel d'une autre infection? Oui, merci pour la question. Nous venons de le dire tout à l'heure. Oui. Lorsque l'organisme est agressé, il y a des soldats qui sont fabriqués que nous appelons des anticorps dans l'organisme. Mais ce qu'il y a, et c'est ça qui rentre dans l'immunité, pour couper court, ce qu'on connaît actuellement, en l'état actuel des connaissances, c'est la durée de cette immunité qui est acquise là, qui est encore problématique, et puis l'efficacité des anticorps qui sont fabriqués. Et là, et on se pose des questions par rapport à ceux qui sont guéris et après quelques semaines, 1 ou 2 semaines, retombent encore. Est-ce qu'ils se mettent en contact de nouveau avec ça, on se pose des questions. Oui. Est-ce qu'il y a un réservoir dans l'organisme où ils se sont cachés et après ils sont sortis pour ressurgir? C'est des questions que l'on se pose. Ouais. Le virus, il est malin, hein? Il est malin. Il peut y avoir un réservoir, ça peut être les ganglions quelque part, et puis il se cache, et après il ressortit pour redonner la maladie. Ou bien carrément, comme ils sont libérés, ils n'ont pas suivi les mesures barrières, et ils ont encore attrapé la maladie à travers les autres. Donc c'est des hypothèses et qu'il faut fouiller, et les études sont en cours pour nous dire d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, réellement ce qui se passe dans l'organisme de ces gens qui sont guéris et qui retombent ensuite. Voilà, c'est vrai que dans ma documentation, dans la préparation de cette émission, j'ai lu quelque part qu'aujourd'hui, il y aura un doute sur l'immunité justement des personnes déjà testées positives contre une nouvelle infection. Alors, et ce doute est toujours persistant. Comme vous l'avez dit, les études sont en train d'être menées pour voir clair dans cette histoire d'immunité, de l'immunité des personnes guéries. Je me tourne vers le professeur. Le professeur PTB Nissa, alors vous êtes là ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour nous guider vers une alimentation saine et équilibrée. C'est vrai qu'on a l'habitude de nous l'apprendre, qu'on doit manger saine et équilibrée. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on met dans équilibré. Alors ce soir, vous êtes là pour nous édifier. Lorsqu'il y a déséquilibre alimentaire ou une mauvaise alimentation, quels sont les signes qui le démontrent? C'est-à-dire, comment savoir que notre alimentation n'est pas adaptée, qu'on mange mal? Est-ce qu'il y a des signes? Vous avez
Vous avez donné le mot déséquilibré. Oui. Donc, dès que quelque chose est déséquilibré, c'est que ça va Ça ne fonctionne pas bien. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. Comment on va le ressentir? Alors, donc, on peut, le déséquilibre peut être peut-être une insuffisance, une carence. Et ces carences, on l'observe souvent chez les enfants. Carence protéino-énergétique ou carence en micronutriments. Carence en fer? Oui, par exemple. Et puis, les carences, souvent, je disais, chez les enfants, on a le marasme qu'on retrouve chez les enfants, on a le kwashiorkor qu'on retrouve chez les enfants, mais on peut avoir aussi des carences chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, ou bien des personnes, des patients qui ont un problème d'infection, etc., qui peuvent avoir des carences en micronutriments, ou bien des gens qui sont dans une situation de guerre, dans des pays où il y a un problème alimentaire, et donc on a des adultes qui ont des problèmes de carence et de protéino-énergétiques. Alors, dans le cas inverse, on a le problème de suralimentation ou bien le problème de déséquilibre. On peut avoir une petite quantité, mais ça, quand la petite quantité n'est pas correcte, ça pose problème. Aujourd'hui, on a un foisonnement important de produits sur le marché et souvent, c'est des produits qui ne sont pas de bonne qualité et qui vont entraîner, une alimentation trop riche en graisse, en sucre, les boissons sucrées, etc., et qui vont provoquer d'énormes difficultés avec des pathologies comme le diabète, avec les maladies cardiovasculaires. L'obésité est un L'obésité. Si nous prenons, oui, professeur, je ne vous coupe pas la parole, mais si nous prenons l'obésité, est-ce que l'obésité est un signe qui démontre que la personne ne mange pas bien, ou bien l'alimentation n'est pas adaptée? Parce que chez nous en Afrique, l'obésité c'est un signe d'aisance. Ben, mais ça peut être aussi le problème de culture. L'obésité n'est jamais un bien-être. Surtout chez les hommes avec le ventre un peu, on l'appelle l'obésité ventrale. Mais non, l'obésité n'est jamais un signe de bien-être. Dès qu'on parle d'obésité, d'ailleurs, en parlant d'obésité, il faut d'abord voir le poids par rapport à la taille. Et donc l'OMS a défini des normes, a défini des valeurs, et lorsque vous êtes au-dessus de ces valeurs, on considère que vous avez un problème d'obésité. On a des gens qui sont super obèses, comme ce qu'on voit aux États-Unis. C'est dû à l'alimentation. C'est dû à l'alimentation, la mauvaise alimentation, trop de graisse, trop de sucre, et puis surtout les fast-food et tout ça là. Je voulais aussi revenir un tout petit peu tout à l'heure sur ce que le docteur a dit concernant le virus pour lequel on remarque que certains se réinfectent. On se posait la question aussi de savoir si ce n'est pas peut-être le fait que le virus subit des mutations. Parce que, étant donné que c'est un virus aussi qui est fragile, lorsqu'il passe d'un individu à l'autre, il va peut-être changer au point de vue, comment l'appelle-t-on, au point de vue génome. Et donc ce nouveau virus, lorsqu'il revient chez celui qui a été infecté il y a quelque temps, ça va donner une nouvelle forme et cette personne peut être réinfectée. Et donc, tous ces problèmes-là peuvent être réglés si on s'alimente bien, on s'alimente équilibré et si notre alimentation devient notre médicament. Normalement, lorsque nous mangeons, si on choisit bien nos épices, nos légumes, nos fruits de saison, ce n'est pas la peine d'aller chercher des fruits d'ailleurs. Tout ce que nous avons ici nous permet de pouvoir s'alimenter correctement. Et une fois que l'alimentation est correcte, l'organisme est en pleine forme, l'organisme peut lutter correctement contre toute invasion. Il n'y a pas que le virus, il y a les microbes aussi. Le docteur l'a dit tout à l'heure, si on est en bonne santé, on a des cellules, les lymphocytes, les macrophages, qui sont aguerris et qui peuvent facilement booster, qui peuvent facilement faire sortir tout ce qu'il y a comme corps étranger, y compris les bactéries et les virus, et tuer les cellules qui sont infectées. Merci, professeur. C'est vrai que le docteur l'a dit tout à l'heure et le professeur l'a encore effleuré. Ce qu'on appelle l'anticorps, les anticorps qui sont nos petits soldats, il faut leur donner de la force.
Et cette force-là, ils peuvent les tirer, ils les tirent de notre alimentation et bien d'autres facteurs. Alors, pour assumer son rôle d'autodéfense, l'organisme, comme je l'ai dit, doit être renforcé. Et il existe certains aliments. Le professeur l'a dit, les épices. Elle a parlé des épices. Donc, il y a des aliments ou des plantes qui jouent le rôle d'immunostimulant. Professeur Bakoma, que nous avons rencontré, nous cite quelques-uns de ces aliments. Nous l'écoutons tout de suite dans le deuxième sujet de cette émission. Nous avons besoin de renforcer notre système immunitaire pour faire face à cette pandémie. Certains aliments peuvent nous aider à renforcer ce système immunitaire-là. Nous avons certains jus, des épices ou des condiments et des légumes qui peuvent nous aider à renforcer le système immunitaire. Pour ce qui est des jus, on peut citer le jus de citron. On peut citer aussi le jus de baobab qui est obtenu à partir de la pulpe du fruit du baobab. Le jus de gingembre stimule aussi, renforce le système immunitaire. À côté des jus, nous avons des épices ou condiments utilisés en cuisine. Nous avons l'ail. On peut donner aussi comme exemple d'épices l'oignon. Nous avons le gingembre aussi utilisé en cuisine. Il y a aussi le gingembre jaune, appelé curcuma. Nous avons le clou de girofle, très utilisé aussi comme épice en cuisine. Il y a aussi une plante utilisée en cuisine pour aromatiser. C'est le thym, c'est pour aromatiser les cuisines. Donc à côté des jus, des épices ou condiments, nous avons des légumes. Et comme légumes, on peut citer aloma, qui est très utilisé pour préparer les sauces. On peut citer aussi les soupes. Et il y a aussi les feuilles de baobab. Et ces feuilles peuvent renforcer le système immunitaire. Ce sont là quelques exemples de plantes qu'on peut citer. Voilà, merci au professeur Bakoma. Monsieur Lakaza, vous l'avez écouté, vous avez écouté tout à l'heure professeur Bakoma. Et c'est vrai que nous sommes des Africains et on croit beaucoup au pouvoir miraculeux de nos plantes, que ce soit des plantes alimentaires ou médicinales. Mais dans ce contexte du Covid-19, chacun y va de sa tisane, de sa décoction ou infusion pour se protéger et renforcer son immunité. Alors, quel est le grand danger dans tout ça? Il y a un grand danger dans tout ça, monsieur Lakaza. Quand le professeur Bakoma était en train de citer les épices, les ingrédients qui pouvaient rentrer dans notre alimentation pour renforcer notre immunité, j'étais en train de regarder ma liste pour voir... Elle est conforme. Est-ce que ce qu'il cite est sur ma liste? Mais pratiquement tout est sur ma liste. Tout est sur ma liste. Voilà, tout est sur ma liste. C'est bien. Et bon, peut-être ce qu'il n'a pas cité dans la liste, c'est le miel. Je pense qu'il a cité le moringa. Il n'a pas cité le moringa. Il y a le soja qu'il n'a pas cité. Il y a le summum gratissimum, c'est esrou, qui n'a pas cité. Il n'a pas cité le néré. Bon, donc tout ça là, je précise que les dangers qui existent, c'est malheureusement tous ces éléments-là, les gens les utilisent aujourd'hui comme médicament. Ce n'est pas un médicament. S'il vous plaît. Aujourd'hui là, je précise bien que quand quelqu'un prend le moringa, tel
quelle que soit la transformation que la personne a faite de ce moringa, ne peut jamais le substituer en un médicament. C'est un alicament. S'il dit alicament, je suis d'accord. Quelqu'un qui prend par exemple le soja, qui le transforme sous toutes ces formes de transformation, et l'appelle médicament, c'est dangereux. Ce n'est pas un médicament, c'est un alicament. Donc, le fait qu'on fasse cela d'un médicament, fait que soit que la personne refuse de manger, parce qu'elle n'est pas malade, ou bien elle en abuse de prendre, et ça devient dangereux. C'est ça. Donc si la personne prend tout ce qu'on nous a cité comme aliment, la personne va rester dans la même habitude d'alimentation comme elle la faisait avant. Quand vous prenez le néré, par exemple, en pays gabien, on utilise les graines de néré pour faire tout. D'Aurawa enlevé. Vous voyez maintenant, et quelqu'un ne veut jamais abuser de manger d'Aurawa. Il va le manger comme il le mange chaque jour. Quand on prend les racines secs du néré, on met dans le feu, ça devient une cendre. Sans cette cendre, on ne peut pas faire d'Aurawa. Ça, c'est une information que je vous donne. Pourquoi c'est seulement la racine du néré qu'on utilise? C'est parce que cette racine a des substances nutritives qui accompagnent les graines même du même néré pour en faire ce qu'on appelle tutu d'Aurawa, moutarde dont nous parlons. Donc, tout ce qu'il vient de citer, et que j'ai mangé sur ma liste, sont des choses qui... Ce sont des aliments qui stimulent l'immunité chez la personne, tel que le docteur vient de le dire. Ça renforce l'armée. Mais souvent, on en fait un mauvais usage. On en fait un mauvais usage. C'est ce que vous voulez dénoncer ce soir? Oui, c'est ce que je vais dénoncer. C'est-à-dire que le mauvais usage, c'est d'en faire de cela comme un médicament. Pour prendre ça sur un rythme à dose, comme médicamenteuse. Non, c'est pas normal. Il faut manger comme on en mange d'habitude. On ne peut pas dire qu'on a abusé de manger. Parce que quand quelqu'un mange, il est rassasié là. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire qu'il est rassasié, qu'il faut cesser de manger. Non, mais quand on en fait sans de l'esprit médicament, ça devient tellement dangereux. Merci beaucoup, Dr Tchanilé. Nous sommes en train de parler ce soir de l'immunité, de comment renforcer notre système immunitaire. Alors, dites-nous, est-ce que le fait d'avoir des anticorps en nombre suffisant est un élément absolu de protection? Quelqu'un qui a beaucoup d'anticorps, beaucoup de ces petits soldats dans son organisme, est-ce qu'il est protégé contre toutes les maladies dont le Covid-19? Je pense qu'on venait à peine de répondre à cette question. Si la personne était complètement immunisée contre toutes les pathologies, ceux qui ont fait le Covid ne retomberaient plus dans la maladie. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez avoir une immunité efficace et tomber malade parce que chaque maladie a ses anticorps spécifiques. Le coronavirus, le Covid-19, a ses anticorps spécifiques. Non, je voudrais bien comprendre cela. Et ce soir, vous voulez bien nous faire comprendre que l'immunité ne dépend pas du nombre d'anticorps que nous avons dans notre corps. Ou bien je ne pose pas bien la question peut-être. L'immunité vraiment dépend des anticorps que nous avons dans le corps. Mais l'immunité de paludisme ne va pas lutter contre le Covid-19. Donc à chaque maladie, ces anticorps qui lui sont spécifiques c'est ça, on peut le dire comme ça. Je peux m'exprimer ainsi. À chaque maladie, ces soldats. Ok, à chaque maladie, ces soldats. Oui, on commence par comprendre mieux les choses. Ça veut dire que la manière dont le Covid-19 est vraiment coriace, il faut vraiment des anticorps assez coriaces aussi pour y faire face. Monsieur Lakaza, vous voulez dire quelque chose? C'est vrai que vous n'êtes pas médecin, mais votre domaine aussi, vous apprenez beaucoup. Ça veut dire que les anticorps sont là. On ne peut pas dire que les anticorps sont trop nombreux dans le corps d'un individu. C'est impossible. Parce que d'abord, notre corps à lui-même, nous sommes des malades ambulants. Donc, pour dire que quelqu'un a une immunité qui est trop, c'est pas évident. C'est ça. Donc c'est pourquoi l'on doit toujours chercher une occasion de renforcer son immunité. Pour qu'au cas où une maladie quelconque arrive et son immunité la maladie le corps avait besoin de son immunité pour se défendre, le corps peut suffisamment se défendre. Donc, même si le mal rentre, c'est la suffisance d'une immunité
qui permettra à chacun de résister selon son immunité. Les deux personnes peuvent être infectées le même jour, mais ne peuvent pas guérir le même jour, même sans aucune médication. Parce qu'ils n'ont pas tous la même capacité de défense. Donc, pour dire que quelqu'un a un surplus d'immunité, je pense que le docteur Dani ne peut pas... Merci. Merci. Le professeur aussi veut ajouter quelque chose. Professeur. Je voulais compléter ce que le docteur a déjà dit, oui, pour que les gens comprennent bien. Tout à fait. C'est que quand on est immunisé contre le palu, on n'est pas immunisé contre la rougeole, ni contre la coqueluche, ni contre une autre maladie. Chaque maladie, chaque affection, comme on dit dans notre langage, chaque antigène va entraîner un anticorps bien donné. Ça veut dire que l'étranger qui vient va entraîner la formation d'un petit gendarme spécifique. Et ce gendarme-là ne peut reconnaître que celui qui a entraîné sa formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'étranger qui est venu a une jupe rouge et un corsage blanc, le petit soldat reconnaîtra que la jupe rouge et le corsage blanc. Si la même personne change et met maintenant une jupe verte, le petit soldat ne reconnaît plus. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Pour caricaturer un peu, c'est comme vous amenez les soldats de terre, ceux qui tirent, ils sont au sol, et puis l'agresseur, lui, est en l'air. Vous voyez que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est comme ça se passe Très bien. Dans l'organisme. Merci beaucoup. Nous sommes là ce soir, c'est pour mieux comprendre les choses. Professeur, le concept qui nous réunit ce soir, c'est alimentation, santé, immunité. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, quels sont les bienfaits de la consommation des aliments locaux? Il y a certaines personnes qui l'ont déjà effleuré. Oui. C'est-à-dire qu'on a tout chez nous. J'ai déjà dit tout à l'heure que c'est la façon de cuisiner, c'est le choix des ingrédients, ou bien c'est la quantité des ingrédients qui va faire la différence. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, si on mange normalement, quand on fait la cuisine normalement, on met les épices. Les épices constituent des ingrédients pour le goût de... Je ne vous coupe pas la parole, professeur. J'ai posé cette question même si on avait effleuré tout à l'heure un aspect ou bien un peu la question. Je reviens là-dessus parce que certaines personnes aiment manger des choses importées. Même la tomate avec laquelle nous cuisinons, la tomate comme ingrédient. Les tomates en boîte, ça en existe de plusieurs sortes. Alors, préférez la tomate en boîte parce qu'on ne sait pas avec quel colorant on a fabriqué tout ça. Au lieu de préférer la tomate en boîte, pourquoi ne pas aller vers les tomates fraîches? Alors, les tomates avoir un potager de tomates fraîches que nous cultivons derrière notre habitation. Et tout ça, il faudrait qu'on attire l'attention de la population là-dessus. Les bénéfices ou bien les bienfaits de la consommation des aliments locaux, c'est que les aliments locaux sont bien, donc n'essayez pas de manger des boîtes de sardines au lieu d'aller payer des dollars au port de pêche. Vous préférez les boîtes de sardines ou bien les tinapa, on appelle aussi les tinapa. Monsieur le caméraman, vous connaissez tinapa, non? Voilà. Alors, il faut attirer l'attention de la population là-dessus. C'est tout ce que je voudrais que vous... Voilà, je vais compléter par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Ce que j'expliquais, c'est que ce qu'on importe, on prend le cas de la tomate. On va d'abord prendre le cas de la tomate concentrée. C'est bien marqué sur la boîte, 28% minimum. Ça veut dire que s'il y a de la tomate, il n'y en a que 28%. Les 72%, c'est quoi? C'est du colorant, c'est de l'amidon, c'est des produits chimiques, tout. Ce qui veut dire que la tomate concentrée, la double concentrée de tomate est un poison. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir un produit coloré. S'il n'y a pas de tomates sur le marché, essayons de manger sans couleur. Pourquoi pas? Il y a trop de produits importés qui sont toxiques, qui sont dangereux parce qu'il y a trop de produits chimiques, il y a trop de conservateurs et ce n'est pas bon pour notre santé.
Très bien, je suis contente parce que vous venez de toucher là le point que je voudrais bien que vous touchiez pour nos chers téléspectateurs qui sont à l'écoute ce soir et qui sont en train de nous suivre attentivement pour prendre l'essentiel de tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Nous allons, je le disais tout à l'heure, visiter le registre des aliments, que ce soit les plantes alimentaires ou bien médicinales ou bien nos épices pour booster notre immunité. C'est dans ce contexte, c'est dans ce cadre que nous allons visiter. Nous sommes allés visiter un naturopathe. Un naturopathe, c'est un infirmier diplômé d'État et qui a fait de la naturothérapie sa passion. Alors, il nous apprend ce soir comment consommer certains aliments immunostimulants pour qu'ils puissent avoir des effets justement sur notre système immunitaire. Alors, commençons d'abord par la première recette qu'il nous propose, c'est celle des agrumes. Mathieu Tobossi, dans cette première démonstration, met l'accent sur le citron, l'orange et le fruit qu'on appelle le melon. Nous allons suivre tout à l'heure, tout de suite, sa démonstration. Regardez. Ici, on ne va pas manger la chair de l'orange, mais c'est le jus qu'on va recueillir et utiliser. Donc, vous coupez votre orange et vous pressez pour avoir le jus. Pareil pour le citron, vous pressez également, vous coupez ça et vous pressez pour avoir le jus. Alors, ce jus-là, vous faites le mélange. Donc là, c'est le jus d'orange que j'ai déjà fait. Vous avez de l'orange. Également, ça c'est le jus de citron. Vous mélangez. Et puis avec votre cuillère, vous faites un mélange homogène. Pas besoin de mettre du sucre ou quoi que ce soit. Que ce soit sucré ou pas, tel que c'est venu, vous le consommez comme ça. Et vous allez essayer d'avoir un verre, au moins un quart de litre, 25 centilitres de jus d'orange et de citron mélangé, que vous buvez au moins 2 fois par jour. Le matin, vous buvez ça. Le soir également, dès votre retour à la maison ou bien en début de soirée, vous faites aussi le même mélange que vous buvez. Vous allez avoir de l'énergie, vous allez fournir à l'organisme ce dont il a besoin pour pouvoir mieux se porter. En dehors de ces deux ingrédients, nous avons ce que nous appelons le melon. On en trouve chez nous aussi au Togo, le melon. Si vous voulez, vous enlevez la peau, la partie jaune, vous finissez ça, et puis après vous allez avoir la partie blanchâtre. Vous enlevez les pépins, et puis vous consommez le melon. Les bonnes dames vendent ça, elles pèlent bien, elles enlèvent les pépins, elles mettent ça dans le sachet qu'elles vendent comme les papayes solo. On les trouve en train de vendre ça. Voilà. Vous achetez, vous enlevez les pépins et autres, et vous consommez le melon. Ça a une peau jaune. C'est ça qu'on appelle le melon. Professeur, votre réaction? C'est une bonne recette, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. L'alimentation équilibrée. Si nous faisons attention à notre assiette, on l'a dit au début, oui. Notre assiette, ce qu'il y a dans notre assiette, c'est notre remède. Le remède est dans notre assiette. Donc, une alimentation équilibrée en tout, en fruits, en légumes. Les fruits, il y a des fruits en abondance chez nous. Il y a toujours des fruits de ce. Actuellement, on a beaucoup de mangues, on a aussi ananas, on a des papayes, on a beaucoup de légumes. Tous les légumes que nous avons chez nous, ben, il y a suffisamment ce qu'il faut en partant des feuilles de baobab, les épinards, aléma, boma, adémé, il y a plein de légumes, fonte-terre, aïma, tout ça là, on a plein de légumes verts chez nous. On a aussi d'autres légumes comme carottes, choux, plein d'autres choses. On a les épices chez nous, on a des fruits, des agrumes qui donnent beaucoup de vitamine C, etc. Les fruits rouges, beaucoup de vitamine A et autres.
On a des huiles chez nous, les huiles artisanales que nous pouvons avoir, comme l'huile de coco, l'huile de rouge, beaucoup de vitamine A. On s'étonne souvent que nos enfants soient, comment on l'appelle, aient de la vitaminose A, alors que c'est dans nos pays qu'on produit de l'huile rouge, qui est l'aliment qui a le plus de vitamine A. Et nos enfants, on les vaccine soi-disant en leur donnant de la vitamine A. C'est un problème. Ça veut dire que il faut maintenant faire de la culture, l'éducation nutritionnelle pour que les gens sachent ce qu'ils doivent manger. On a tout chez nous. On peut s'alimenter et avoir un système comme il faut pour pouvoir faire face à toutes les infections, pas seulement le Covid. Oui. Merci beaucoup. Docteur Tchamilé. Ce que le professeur vient de dire, c'est au niveau des habitudes culinaires qu'il faut revoir les choses. On prépare trop et longtemps. Les huiles dont on parle, on met l'huile sur le feu, on ajoute de l'oignon, ça bouge, le temps de cuisson très long. Dénature. Et finalement, ce qu'on voudrait dedans est dénaturé. On ne l'a plus. Donc c'est là où le problème se pose. Il faut revoir notre habitude culinaire pour pouvoir sauvegarder les oligo-éléments, etc. qui se trouvent dans nos aliments. Bien sûr. Vous venez là de me donner une idée d'émission. Prochainement, je crois qu'on va organiser une émission spécialement sur le temps de cuisson de nos aliments afin de conserver les éléments nutritifs dont a besoin notre organisme. Monsieur Lakassa, vous avez suivi tout à l'heure cette démonstration. Il a parlé du jus de citron, il a parlé du citron, de l'orange et puis du fruit qu'on appelle le melon. Est-ce qu'à part ça, citron, orange, il n'y a pas d'autres agrumes qui rentrent dans le renforcement du système immunitaire? On en a tellement. Juste deux pour compléter ce que dit la Moi, je vais être moi, je suis cabier. Je suis cabier, je veux rentrer vraiment dans ma tradition. Chez nous, en pays cabier, le méré est tellement préféré. Mais soyez bref. Oui, quand vous prenez la poudre du méré, elle est toute jaune. On ne prépare pas, on pétrit. Quand nous allons au champ pour avoir l'énergie pour faire les grosses buttes, c'est la poudre qu'on nous amène au champ, on pétrit sans rien mettre au feu et on boit. Vous voyez le cultivateur, il prend le fruit du baobab, il ne casse pas. Il enlève il gratte ça bien, il fait un trou du fruit et il verse l'eau dedans. Il agite. Il boit. Il agite, il boit. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le pulpe de baobab, il y a plein de calcium, de magnésium. Et ces oligo-éléments-là, quand vous les mettez au feu, ça ne va pas me dire le contraire. Quand vous chauffez, vous perdez la substance. Tout ce qui est calcium, ce qui est zinc, ce qui est... Tout ça, là, quand vous chauffez, vous dénaturez carrément la chose. C'est la même chose, vous voyez le tamarin. Vous voyez sur les étalages à Ketao, à Kara, jusqu'à Tapamé, on fait ça une boule. Mais les gens s'en fichent. Mais quand vous prenez, maintenant, quand vous allez dans la boutique, dans les supermarchés, on trouve le tamarin en bouteille. Et on prend, on décapsule, et puis on boit, on est content. Mais on n'est même pas, on ne comprend pas que ce qu'il y a dans la bouteille là a été assaisonné de toutes choses qui sont inutiles. Il suffirait que nous-mêmes nous allons dans le marché, acheter la boule de tamarin, on vient, on pétrit et on boit. On consomme bio. Sans transformation aucune. On prend le moringa. Non, attends, le moringa. Dernier exemple, le moringa. Oui, allez-y. Le moringa. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on encore les amène poudre de moringa, graines de moringa, huile de moringa, vin de moringa. Or, il suffit seulement de tourner derrière la maison. Vous cueillez les feuilles de moringa vous-même. Vous venez, vous écrasez, vous faites la sauce. Vous faites salade, vous mettez les fruits dedans. Même la racine même du moringa, quand vous écrasez, vous mettez dans une nourriture, c'est comme du piment. C'est comme vous n'avez pas besoin de pimenter la nourriture. Ça va vous donner tout, au lieu que vous attendez quelqu'un, en sachez ça, venez vous vendre. Les choses sont tellement accessibles
Bon, il y a la liste, vous nous avez appelé de venir vous donner les listes. Mais nous avons un temps d'antenne pour cette émission. Je vous ferai revenir dans une autre émission. Permettez, nous allons évoluer, monsieur Lakassa, c'est bien tout ce que vous êtes en train de nous apprendre ce soir. Alors, dans la seconde démonstration, nous allons retrouver monsieur Mathieu Togossi. Alors, la recette est composée des ingrédients, des épices qu'on trouve facilement chez nous et sur place et qui sont souvent utilisés aussi dans nos mets. Regardez cette deuxième démonstration et on revient sur le plateau. C'est tout de suite. Nous avons aussi le germe de blé. Ça, c'est les paillettes de germe de blé. Vous pouvez en utiliser. Ça, si vous avez de la bouillie, vous pouvez saupoudrer votre bouillie avec, ou bien vous faites le mélange avec du miel que vous prenez. Ou carrément, si c'est la poudre, c'est cette paillette-là qu'on écrase et on attire la poudre. La poudre, on peut faire de la bouillie avec. On peut aussi mélanger ça avec d'autres poudres de bouillie pour renforcer le système immunitaire. Pour les personnes du 3e âge, pour les enfants, on peut faire pareil. On peut aussi mélanger la poudre avec le miel et aussi utiliser. Il y en a sur le marché. Nous avons le goussi. Le goussi est différent du sésame. Le goussi n'est pas du sésame, je vous en prie. Le goussi n'est pas du sésame. Mais pour ce cas-ci, je préfère qu'on utilise du goussi torréfié. Les graines de courge, et puis on torréfie ça un peu au feu. Et ça devient comme ça, doré. Et une cuillère à soupe de goussi, 2 fois par jour. Le matin, une cuillère à soupe que vous mangez. Le soir, vous faites encore la même chose. En dehors de ce que vous allez mettre dans la sauce et faire chose et préparer. Ça renforce très bien l'immunité. Nous avons d'autres ingrédients. D'autres ingrédients qui ne sont pas des moindres. Nous avons par exemple l'ail. D'habitude, quand vous voulez préparer, on écrase l'ail, on écrase la tomate, on écrase le piment, le gingembre, le poivron et tout ce que vous connaissez. Mais pour renforcer beaucoup plus le système de défense, l'ail, lorsque le repas est déjà prêt, que vous voulez manger, en ce moment, il faut couper l'ail en petits morceaux. En petits morceaux. Pareil pour votre oignon. En dehors de ce qui est déjà mis dans le repas à la cuisson, vous pouvez couper ça et mettre ça sur le repas à table. Et maintenant, vous mangez l'oignon cru. Je dis bien cru. L'oignon cru, l'ail cru. Vous mangez ça pendant le repas. Vous mettez ça sur le repas et vous consommez. En dehors de ce qui est déjà mis dans la sauce. Le gingembre autre, on peut écraser ça avec les autres condiments, avec la tomate et autres, et faire la sauce avec. Le poivron, c'est un gros goût épicé, c'est un gros piment. Mais de couleur, il y a différentes couleurs. Il y a poivron vert, poivron jaune. C'est le rouge qui est beaucoup plus recommandé ici. Vous prenez du poivron rouge, que vous coupez aussi sur le repas, ou bien vous mettez ça juste dans le repas peu avant de l'enlever du feu. Donc il ne faut pas laisser ça trop cuit au feu, sinon vous perdez beaucoup plus les principes nutritionnels qu'on veut. Les ingrédients qu'il faut écraser et mettre dans la sauce. Vous avez le plein gotha, qu'on appelle le clou de girofle. Vous avez aussi atikali. Vous avez aussi le poivre. Il y a tous les ingrédients que nous utilisions en Afrique qui nous permettent de résister à beaucoup d'infections grâce à notre alimentation qui est beaucoup plus basée sur le naturel. On se porte très bien, on évite beaucoup de problèmes, que ce soit digestif, que ce soit physiopathologique. On évite beaucoup de choses à travers l'alimentation variée que nous avons en Afrique.
Voilà, nous disons merci à M. Mathieu Tobossi pour toutes ces explications. Docteur Tchanilé, actuellement, en raison de l'urgence sanitaire, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine a été autorisée dans le traitement du Covid-19 avec bien sûr d'autres combinaisons. Alors, remontons un peu l'histoire des antipaludéens. Alors, elle a commencé avec la découverte de la quinine, qui est le composé actif de l'écorce de quinquina, dont les propriétés médicinales étaient connues depuis et utilisées par les indigènes. Alors, ne peut-on pas utiliser aujourd'hui les écorces de cette plante-là, le quinquina, comme remède préventif contre le Covid-19? Merci pour la question que vous posez. Par rapport aux médicaments antipaludiques, ça remonte très longtemps, c'est ça que nous les utilisons. Mais par rapport au quinquina, selon les connaissances dont nous disposons aujourd'hui, il n'y a pas eu encore d'essais qui ont prouvé que le quinquina, l'écorce de quinquina... D'essais cliniques? Essais cliniques, bien sûr, essais cliniques qui ont prouvé que ça peut lutter contre le Covid-19. C'est pourquoi on ne peut pas aujourd'hui dire prenez l'écorce de quinquina plutôt et traitez-vous. Non, pas comme remède, mais comme pas remède curatif, mais préventif. Bon. C'est la chloroquine. C'est vrai que aujourd'hui, vous l'avez dit, les réseaux sociaux ont été inondés par des fake news. Alors, quand cette histoire a commencé, les gens se sont rués sur les plantes amères comme aloma, quinine et tout cela. Comment qu'il y a de la quinine dedans. Alors, une fois que le quinquina a été prouvé scientifiquement comme substance active ou bien composé actif pour guérir dans le temps, c'est vrai, le paludisme. Maintenant que la chloroquine est admise comme dans le traitement, pourquoi le quinquina, Monsieur Lakaza, quinquina, vous connaissez bien quinquina? Bien sûr. Et les écorces, est-ce qu'on peut les utiliser aujourd'hui comme remède préventif, j'ai dit, pour barrer la route au Covid-19? Vous avez reçu dans l'une de vos émissions, professeur Koumaglo, qui a pris le temps d'expliquer l'origine de la chloroquine à partir de ce sens du quinquina dont vous parlez. Il a été clair le jour-là que ce n'est pas le quinquina seul qui constitue la chloroquine. C'est des substances prises de part et d'autre qui constituent des combinaisons. De gauche à droite qui sont constituées des combinaisons. Donc prendre le quinquina à lui seul comme remède curatif ou préventif, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Et il n'y a aucune preuve que les choses amères luttent contre Covid-19. C'est pas parce que le chloroquine est amère qu'il a... Et les gens vont aller chercher encore quinquina, parce qu'en ce documentaire, ils se sont rendus compte que dans le quinquina, il y a quinine. Non. Donc on dénonce ça ce soir. Je voudrais qu'on dénonce ça. Ce n'est pas parce qu'une plante est amère qu'elle doit lutter contre le Covid-19. Ce n'est pas aussi parce que la plante est amère qu'elle lutte contre le paludisme même d'ailleurs. Ce qu'il faut prouver par A plus B avec des méthodes scientifiques que le produit est efficace contre tel microbe, telle bactérie, tel virus. Il n'y a pas encore de preuves. Donc, c'est des spéculations. Et les gens en profitent pour vendre des choses à grand prix. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les marchés, limon est devenu à prix d'or. Mais c'est malheureux. Moi, je suis praticien de la médecine traditionnelle. Je n'irai pas acheter un limon pour venir préparer à quelqu'un, même pas pour lui donner pour le paludisme, ni pour le Covid-19. Même si même dans le traitement du paludisme simple, nous avions eu au Togo formé des guérisseurs, d'ici pas du titre, sur le protocole du traitement du paludisme au Togo. Donc, pour toute maladie, il y a un protocole que le pays adopte pour son traitement. Quand vous n'êtes pas dans le protocole, vous êtes en train d'aller gauche. Je parle de gauche, je montre droite. Vous êtes en train d'aller gauche. Ce n'est pas grave. Voilà, donc, franchement, il faut que les gens se conforment aux dispositions que
que la science... Nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans la médecine traditionnelle. Moi, je suis de la médecine traditionnelle. Mais la médecine traditionnelle est soutenue par la science aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est dans la médecine traditionnelle qu'on peut se prévoir pour dire nos grands-parents en utiliser ceci. Mais vous faites les choses à tâtons. Nous tous ici, nous sommes assis là. Nous avons eu des grands-parents. Merci. Nous aussi eu des grands-parents. Monsieur Lakaza, nous allons souffler un peu. Je vous propose donc pour continuer cette émission, la situation dans certains pays, la situation du Covid-19, bien évidemment, dans certains pays de notre sous-région. Regardez et faites-en une petite idée. Nous retournons bien. On revient après sur le plateau, j'allais dire. Merci beaucoup, autant pour moi. Voilà, ça se passe de tout commentaire. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'il n'y ait plus de morts, de décès liés au Covid-19. Et pour cela, nous devons respecter les mesures barrières. Et comme la répétition étant pédagogique, nous allons donc vous proposer ce dossier dans lequel nous allons revisiter les manifestations cliniques de la maladie et les mesures barrières. Regardez. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un... La TVT au cœur de votre vie.